Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le monde moderne. Aujourd'hui, notre invité est un ancien espion, Jean Lucas, ancien membre de la DST. Bonjour, monsieur Lucas. Bonjour. Vous avez été donc membre de la DST à la grande époque de la guerre froide, dans les années 80, et vous avez écrit un livre aux éditions Plomb, Un rebelle à la DST, sur 15 années hein, d'affaires sensibles. Quelle a été d'abord la raison qui vous a fait choisir ce métier du renseignement à l'époque? Et puis après, on reviendra sur comment fonctionnaient hein, les outils du renseignement et puis les menaces réelles de la guerre froide. Mais d'abord, pourquoi vous avez choisi ce métier? Alors d'abord, les journalistes en général me présentent comme un espion. J'ai jamais été un espion, j'étais un contre-espion moi. Je chassais les je chassais les espions, mais j'ai jamais espionné moi-même un pays étranger. En fait, c'est un peu le hasard, hein. Quand j'ai Mmh fini mh. mon service militaire, il fallait que je trouve du travail. Alors j'avais différentes choses, je pouvais rentrer dans une banque, je pourrais rentrer dans des sociétés privées et puis j'ai posé ma candidature pour la police et je suis rentré à la police. C'était assez pratique parce qu'on rentrait immédiatement sans concours à l'époque, comme OPA contractuel. Après, on devait passer le concours. J'ai passé le concours, j'ai été reçu, j'ai fait 3 mois d'école et il y avait j'étais dans un bon rang, il y avait des postes à la DST. J'ai pris la DST parce que ça me semblait plus intéressant. J'avais lu déjà des choses là-dessus. J'avais lu un bel article dans le monde diplomatique sur les services de renseignement, le SDEC à Mmh. l'époque et la DST. Ça m'avait assez séduit. Je me suis dit, quand j'ai vu que je pouvais rentrer là, je suis rentré là. Voilà. Et le hasard a été mon arrivée à la division des services sur les soviétiques a été là le hasard le plus total. C'est eux qui m'ont affecté là. Voilà. Mmh. Et déjà à l'époque, parce que alors aujourd'hui, hein, on parle, Mmh. enfin le gouvernement actuel nous parle beaucoup de la menace de l'ingérence russe. Alors c'est plus soviétique, mais c'est russe, en Mmh. disant que c'est une des premières menaces. Est-ce qu'à l'époque, l'ingérence, alors c'était pas comme ça qu'on l'appelait, mais l'espionnage soviétique était, une des premières menaces, sur le territoire français? Alors, ben, oui, c'était la guerre froide, et on avait, l'Occident, c'était en gros les USA, la France, l'Allemagne, l'Angleterre menaient un front commun sur les menaces, de l'espionnage soviétique. Alors là, il y avait ce qu'on appelle le COCOM, il y avait une liste des matériels qui était absolument interdit de vendre aux Soviétiques. Ouais. Et bah, les Soviétiques, évidemment, cherchaient, cherchaient des contacts dans les entreprises françaises, ben, pour avoir des gens qui leur fournissent des informations sur les secrets professionnels. Ça, c'était une partie. Et il y avait aussi l'espionnage politique qui consistait à approcher des journalistes, des hommes politiques, pour savoir ce que la France allait préparer en matière de diplomatie et pour essayer d'influencer les décisions des Français et savoir surtout à l'avance quelle position ils allaient prendre sur tel ou tel problème international. Mmh. Oui, on a appris d'ailleurs, il y a de ça quelques mois, qu'un des grands fondateurs d'un hebdomadaire français avait été un agent du KGB, en réalité. Exactement, De ouais. Ouais, Mmh. donc ça, c'était à votre époque. Est-ce que vous aviez, vous, déjà travaillé sur ces approches d'agents russes auprès de journalistes ou de politiques français, et est-ce qu'il y avait, quelle était l'ampleur, en fait, de ce phénomène? Alors, moi, j'avais été chargé pendant quelques années, de travailler sur l'agence TASS. Donc, je suivais les journalistes de l'agence TASS et je suivais donc leurs contacts au sein de la presse française, au sein du monde politique français. Ils étaient très actifs, hein. Alors, ils faisaient un travail. Quand je travaillais sur l'agence TASS, c'était assez difficile de déterminer dans leur travail leur vrai travail de journaliste, parce qu'ils en faisaient, et Mmh. leur travail de recrutement de sources. En fait, ils faisaient les deux en même temps. Et Ouais. donc on les voyait effectivement approcher des gens pour essayer de recruter des sources au sein du milieu journalistique et du milieu politique français. Mmh. Mmh. Là, récemment, on fait un bond dans le temps, il y a un Français qui a été, arrêté à Moscou, hein, Laurent, Vinatier. Lui travaillait pour un think tank. Il est, accusé d'avoir justement fait du renseignement, soupçonné d'espionnage par les Russes. Est-ce que là, c'est, plutôt, un coup diplomatique pour, embêter la diplomatie française en saisissant un Français sur, des accusations fausses? Ou est-ce que, un profil comme celui de Laurent Vinatier, chercheur en géopolitique, rentre dans la case potentiel agent?
Je l'ignore totalement. Ouais, ouais. Mais les 2 options sont possibles, hein. Mmh. Il est possible qu'il ait effectivement cherché des choses parce que, ben, quand un homme comme lui doit effectivement être intéressé pour chercher du renseignement, pour analyser les choses. Donc il est possible qu'il l'ait fait soit pour le compte de son think tank, soit personnellement, qu'il se soit Mmh. fait repérer. Il n'est pas impossible non plus que les services russes, l'aient remarqué et l'aient embarqué pour avoir, disons, une carte à jouer, en matière de négociation. Ouais, ouais, C'est absolument. pas exclu, mais moi je l'ignore totalement là, ça. Mmh. Et vous, dans vos années, à la DST, est-ce que vous avez été amené à arrêter, sur le territoire national, des profils, d'agents? Comment ça se passe quand on identifie, un espion étranger sur le territoire? Alors, la DST disposait d'un service de sensibilisation. On avait des gens de chez nous qui allaient dans les entreprises, dans les administrations et qui faisaient des conférences de sensibilisation. Donc c'est le sur les commerciaux, par exemple, les ingénieurs, spécialement les sociétés qui étaient en contact avec, l'Union soviétique, parce qu'il y en avait, il y avait Mmh. des sociétés françaises. Moi, je connaissais et j'étais en relation avec, quelques ingénieurs qui allaient régulièrement en Union soviétique pour essayer de vendre les produits de leurs entreprises. Et quand on voyait ces gens-là, c'était toujours très intéressant. Ils ramenaient des informations très intéressantes sur Mmh. l'ambiance, sur la nature de la vie qu'on avait là-bas. Et quand des ingénieurs ou des commerciaux de ces entreprises étaient approchés par les services soviétiques, ils rendaient compte. Et là, on avait avec eux un petit jeu qui consistait à leur fournir les informations que les soviétiques, les gens du KGB leur demandaient. Mais ça, Mmh. il y avait une certaine limite, parce qu'à un moment donné, Ouais, on aurait fait le travail à la place du KGB, quoi. ouais. Donc à ce moment-là, ben, il y avait une arrestation, on arrêtait le français et le soviétique qui venaient dans nos bureaux. On attendait 3-4 heures le temps que le ministère des Affaires étrangères nous délivre l'arrêté d'expulsion, qu'on notifiait, et le gars repartait à son ambassade, et 2-3 jours plus tard, il repartait à Moscou. Mmh. Donc, Et souvent, c'était des gens, sous couverture diplomatique qui travaillaient à l'ambassade de Russie, enfin bien sûr, ou ouais, ouais. bien sûr, il y avait un bon tiers du personnel diplomatique russe à l'époque qui était sous couverture KGB ou GRU. Mmh. Les services de En gros, renseignement russes. Ouais. voilà, en gros, un bon Heu tiers. et on peut imaginer que ça n'a pas changé, beaucoup en réalité, les pays et pas seulement la Russie, hein, utilisent leur représentation diplomatique pour, Bien sûr. faire travailler leurs agents. Bien sûr, tous les pays font ça. Mmh, Tous les pays mmh, font ça. À l'ambassade américaine, vous avez des diplomates et vous avez plein de gens qui sont sous couverture de la CIA. mmh, C'est et c'est qui des font la même chose, hein, approcher des politiques, des journalistes, ça aussi, il y a pas que, la Russie. Quels étaient, à l'époque, où vous étiez à la DST, les pays les plus actifs, dans le domaine du renseignement sur le territoire français? Je dirais les Russes et les Américains et le Mossad. Mmh. Et le Mossad déjà à l'époque? Ouais, Bien sûr, parce que le ouais. Mossad, il y avait pas mal de ressortissants des pays arabes. Il y avait Mmh. des Palestiniens, et donc à partir de 1972, quand il y a eu cet attentat aux Jeux olympiques de 72, les Israéliens ont engagé toute une campagne pour éliminer ça s'appelle les gens qui avaient Terroriste, ouais. monté cet attentat. Et comme d'ailleurs ils les avaient pas tous identifiés, ils ont fait large, ils ont abattu des gens qui étaient sur le pourtour, mais qui n'étaient pas vraiment responsables Mmh. de l'attentat en question. Oui et puis la France, qui, à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing hébergeait, hein, l'ayatollah Khomeini avant la révolution islamique en Iran, donc ça aussi, ça devait intéresser tous Aussi, les services internationaux. bien sûr, bien Ouais. sûr. Mmh. Mmh. Et vous étiez, aussi, surveillé d'une certaine façon? Ou il y avait un risque que, vous soyez vu comme étant, un contre-espion? Ou comment ça se passait le jeu du chat et de la souris avec, les agents étrangers, en France? Non, il y avait pas de risque de ce côté-là. Il y avait pas Mmh. de risque de ce côté-là. Quelques policiers ont été approchés. Ben, Ouais. les services du KGB auraient été très intéressés par recruter quelqu'un, soit de DRG, soit de la DST. Il n'y a jamais eu de cas, enfin, il y a eu des cas d'approche et les gens ont rendu compte. Donc, il y a eu un jeu de chat et de la souris pendant un moment donné, puis ensuite c'était cassé, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que bon, Heu il fallait toujours faire attention, effectivement.
Et vous étiez briefé sur, justement les risques de filature, de recherche ou comment ça se passait au quotidien, ce travail-là de contre-espionnage? Ben, le travail de contre-espionnage, quand on allait rencontrer nos sources, effectivement, on faisait très attention, aux conditions de la rencontre avec les informateurs et surtout à la façon dont on rentrait. On faisait des contre-filatures, des choses comme ça, hein. Mmh. Pour Mais en éviter de se faire général, repérer. pour éviter. Ouais. Dans les cas un peu délicats, on avait une équipe qui venait nous couvrir pour vérifier si notre contact n'était pas surveillé par des gens qui étaient là un peu pas par hasard, quoi. Mmh. Mmh. Et justement, les cas délicats, vous pouvez en parler? Quels ont été les dossiers les plus sensibles sur lesquels vous avez, travaillé? Ou est-ce qu'il y a un devoir de réserve, y compris, Non, après avoir quitté le service? non, il y a un devoir de réserve. Il y a un Ouais, devoir de réserve. Quand même. évidemment, On peut pas évidemment. on peut parler de certaines choses, mais on peut pas tout parler. C'est Bien sûr, bien sûr. mmh, mmh, Aujourd'hui, le métier du renseignement, a évolué, il y a beaucoup de renseignements qui sont sur de la donnée, hein, données mmh, numériques. On a vu ces mmh, scandales de l'espionnage avec la NSA, notamment américain, oui, sur mmh, l'espionnage des portables, de responsables politiques européens. mmh. On fait comme si de rien n'était, après tout, voilà. Est-ce que, cette ère de la donnée change la donne ou est-ce que, le terrain, a encore, une importance énorme, dans le jeu du renseignement? Alors, c'est difficile pour moi de répondre parce que quand j'ai travaillé, on n'avait pas d'ordinateur, il y avait rien. Ah Moi, oui, j'ai vu le 1er fax, je l'ai vu en 1986. ouais, Les premiers ordinateurs, c'est arrivé dans oui, à la fin des années 80. c'est ça, ouais, C'était ouais. les 87, 88, hein. Donc nous, on n'avait pas tout ça. Donc on ne pouvait compter qu'on avait quand même, des services techniques qui étaient, très efficaces, mais avec les moyens dont ils disposaient à l'époque, qui étaient pas ceux de maintenant. Et justement, il y avait des gadgets comme, dans James Bond, les stylos, appareils photo, des trucs comme ça? Ou c'est complètement, uniquement dans les films, ce truc? Non, oui, il y avait ça, il y avait des petits, enregistreurs, des petites choses comme Ouais, ça, mais c'était, je le raconte dans le livre là, on avait nos valises photos par exemple et je ça raconte dans une ouais, mission que j'ai faite, mais manque de peau, quand on pressait sur la poignée de la valise photo, on avait le bruit de l'appareil qui se rechargeait. Alors c'est s'il y avait du bruit à côté dans l'ambiance, ça allait, mais j'ai fait une opération un jour où il y avait absolument aucun bruit et les gars que je photographiais, entendait parfaitement l'appareil schlac, 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 se recharger à chaque fois. C'était ouais, non, non, il y avait pas le matériel, très sophistiqué qu'il y a ouais. maintenant, c'est tout. Ouais et no ni les satellites, ni le réseau de renseignement de la donnée. Donc c'est vrai que le Bien métier sûr, a beaucoup changé. le métier a Heu, beaucoup changé. Mmh. ouais, Mmh. et puis il y a eu pas mal de réformes aussi au sein du renseignement, hein, on a vu des GSI, des GSE, le renseignement militaire aussi, qui est très Mmh. présent. Alors c'est une autre case du renseignement, mais par exemple, aujourd'hui le débat sur, les formateurs français en Ukraine. En disant que ce serait une ligne rouge si on envoyait des formateurs français, aider à former les combattants ukrainiens. En réalité, on peut déjà imaginer qu'il y a des services, français et anglais et américains qui sont sur place, qui ont déjà fait ce travail-là en amont, non? Ben, là-dessus, personnellement, je n'ai aucune information et je Mmh. n'ai comme information uniquement les YouTube, les gens qui font des conférences sur YouTube que j'écoute parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais moi, Mmh mh. personnellement, j'ai aucune information sur ces choses-là. Je Mmh. suppose quand il y a une guerre, toutes les armées du monde, enfin les principales armées du monde sont effectivement intéressées à voir ce qui se passe Bien sûr. pour préparer, pour adapter leurs propres armées aux nouvelles techniques, aux nouvelles formes de combat qu'on voit surgir. Et je pense que Mmh. cette guerre, elle est effectivement, très surprenante, déjà par le fait que l'apparition des drones et le fait que maintenant on peut plus rien bouger sans que l'ennemi le voie tout de suite, quoi, hein? Ouais, Heu, les j'en parlais, dans une, mmh, revue de presse. Effectivement, les drones, militaires sont largement utilisés en Ukraine avec la question bien sûr éthique, hein, mmh, de l'autoguidage et même du choix indépendant de toute mmh, volonté humaine parfois pour les 500 mmh, derniers mètres par exemple d'un drone kamikaze ou ce genre de bien choses. sûr, mmh, Donc ça change complètement la donne. Aujourd'hui, tous les regards sont, tournés vers la Russie justement en termes mmh,
d'espionnage et de renseignement. Vladimir Poutine est un ancien agent. Est-ce que ça Mmh. veut dire qu'il a une façon de voir le monde ou de penser, très différente, par exemple, d'Emmanuel Macron, qui n'a pas cette formation, du renseignement? Heu, Effectivement, ce ne sont pas du tout les mêmes hommes et je pense que notre président doit être, en sérieuse difficulté pour comprendre quelqu'un comme Vladimir Poutine. Mmh. Heu, mais comment dirais-je? Heu, je vois mal, je vois mal des gens comme Emmanuel Macron arriver à s'affronter au niveau de personnes comme Vladimir Poutine, franchement, Mmh. franchement. C'est-à-dire au niveau stratégique, au niveau, de vision, Au du niveau de la stratégie, oui, tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Mmh. ouais. Vous avez, mené des interrogatoires avec des agents du KGB. Comment était-il en fait la formation? Est-ce que vous avez pu un peu, dérouler le fil pour voir comment les Russes formaient leurs agents? Alors, c'est pas vraiment avec les Mmh. agents du KGB parce que quand on avait des gens du KGB, comme je vous l'ai expliqué, bah, Oui, ils étaient ceux-là, renvoyés. ils étaient expulsés, enfin, ils étaient déclarés persona non grata. Non, ce que les interrogatoires, c'était surtout sur des gens qui avaient été approchés et dont on voulait savoir jusqu'où ils avaient été dans la collaboration avec les services, Mmh. soviétiques et quel genre d'informations ils avaient pu, donner. Avec toujours le souci, parce qu'un service de renseignement, son but final, c'est pas de mettre les gens en prison. Son but final, l'objectif, c'est de recruter des sources. Donc la Ouais. première des choses dans un interrogatoire, c'était d'essayer de recruter la personne, hein. Donc effectivement, dans ce cas-là, ben, moi, comme tous les gens de la division, on menait des interrogatoires pour essayer, pas seulement des interrogatoires, aussi des simples entretiens, hein. C'était pas toujours avec ma machine Mmh. à écrire dans le cadre Oui. d'une garde à vue, hein. On avait Mmh. énormément, la plupart du temps, c'était énormément d'entretiens à l'extérieur du service, dans différents Mmh. endroits. Et là, ben, on posait nos questions, on cherchait à avoir les informations dont on avait besoin et surtout, en ayant toujours au fond de la tête le souci d'essayer de voir si on pouvait recruter la personne. Mmh. Donc en faire un Mmh. sorte d'agent double, c'est-à-dire qui donnerait quelques infos, sans intérêt et Bien qui sûr, oui, ramènerait plus bien sûr. d'informations, Mmh. de ce côté-là. Et quelles étaient les techniques d'approche, des Russes pour recruter des Français pour leur donner des informations? J'ai eu plusieurs cas où c'était des gens qui étaient d'ascendance russe. Il y a beaucoup, Mmh. pendant la révolution de 17, il y a énormément de Russes qui sont venus s'installer en France et ben, ces gens-là, ils ont vécu leur vie, se sont mariés, eu des enfants et il y avait donc pas mal de gens qui avaient des ascendances russes. Alors les recruteurs, du KGB savaient très bien faire, disons, titiller cette petite fibre slave et s'approcher des gens. Et puis bon, pour les autres, c'était, ben, les gens avaient des sujets, de prédilection, professionnels ou politiques ou philosophiques Mmh. et donc ils les approchaient, ben, sur ces bases-là et Mmh. ils commençaient toujours par avoir des conversations très courtoises et puis demander des informations tout à fait courantes, des choses qui ne prenaient qui n'a pas de risque. Et puis après, ils voyaient la facilité avec laquelle la personne donnait les informations, la qualité de la relation qui pouvait s'instaurer. Et à ce moment-là, ils demandaient petit à petit plus jusqu'au moment où ben, la personne arrivait à fournir quelque chose qui était vraiment sensible. Et à ce moment-là, ils rentraient dans une collaboration et là, il devenait vraiment un espion. Là. Et à l'époque, où vous étiez à la DST, le communisme était encore une idéologie, importante, dominante, dans une partie du monde avec, bien sûr le parti communiste, russe et le parti communiste chinois aussi. Donc, est-ce que la courroie aussi, idéologique jouait beaucoup, dans ces recrutements? Oui et non. Mmh. À partir de en 1981, quand le président Mitterrand a fait rentrer 4 ministres communistes au gouvernement, il y a pas mal de Mmh. gens qui se sont dit: «Oh là là, là là, ça va repartir comme en 46 ou 47. Là, ils vont tout noyauter». Mais il y avait quand même des spécialistes, des relations Est-Ouest et du mouvement communiste international qui avaient quand même expliqué que, le communisme à ce moment-là était en phase descendante
et Mmh. que ce n'étaient plus les ministres communistes qui sont arrivés en 81, n'étaient plus ceux de l'après-guerre, où là, effectivement, avec la victoire de l'Union soviétique et la victoire de l'Armée rouge, le mouvement communiste avait énormément de prestige, quoi. Mmh. Et donc, Donc là, on c'était. était déjà dans une sorte de fin de régime, longue avant d'arriver Oui. à la perestroïka et la chute du mur. Ouais. La chute du mur, vous l'avez vécue, comment en fait? Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà dans les papiers justement, en prévision, de cette fin de régime? Est-ce que les différentes fiches, allaient dans ce sens-là ou est-ce que ça a été une surprise? Ça a été quand même une surprise, bien qu'il y avait des signaux faibles. Moi, un jour, Mmh. j'avais rencontré pas un informateur, parce que j'avais rencontré un responsable d'entreprise, quelqu'un qui dirigeait 30-35 000 personnes quand même, quelqu'un de très haut niveau. Et Mmh. sa société était en relation avec les soviétiques pour des projets industriels, des plus classiques. Et j'avais été voir cet homme-là, qui était secrétaire général d'une grande société, et il m'avait expliqué les défauts qu'il avait constatés dans l'organisation soviétique, dans l'organisation économique. Alors, il n'y avait rien Mmh. d'espionnage là-dedans, c'était uniquement l'organisation économique. Ouais, ouais. Et lui, il me disait, ce truc-là ne peut pas continuer, ça va finir par s'effondrer. Et je lui avais dit, c'était en 83, ça. Oui, en Ah 83. oui. Et je lui avais demandé, mais à votre avis, dans combien de temps ça peut s'effondrer? Il m'avait dit, oh, ça ne durera pas plus d'une dizaine d'années. Eh ouais, Donc 89. il était bien dans la fourchette. Moi, en 89, j'étais plus à la DST, hein. Ouais, ouais. Non, non, mais le moment de la chute du mur, mais bon, déjà, il avait Ouais, donné la fourchette. ouais, ouais. Heu, ouais, c'est assez, assez impressionnant et est-ce que, aussi, on parle beaucoup, bon, là, en ce moment de, la France-Afrique qui a terminé. Est-ce qu'il y avait aussi, des intérêts français, qui étaient, défendus autrement? Enfin, on a vu, hein, les liens entre certains leaders africains et la France à cette époque-là. Tout ça Mmh. est révolu, mais est-ce qu'à l'époque, il y avait, beaucoup d'agents d'influence aussi dans les cénacles de dirigeants africains, mais du côté français cette fois-ci? C'est-à-dire? Bah, des gens qui, allaient conseiller un peu comme un Raphaël Glucksmann, heu, des 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 leaders africains, des leaders étrangers pour leur dire quoi faire dans leur pays, dans le cadre de politiques, d'ouverture ou pour Du les intérêts du français. du côté français? Ouais, côté français. Ah bah, du côté français, oui, là, quand il y a eu l'indépendance des pays africains, il y avait des services français qui étaient en place, et il y avait ce qu'on a appelé la France-Afrique. Il y avait des liens, beaucoup de liens d'affairistes, en fait, hein, Ouais. qui n'étaient pas. Donc je me demande où le peuple français pouvait bénéficier de ça. Certains Mmh. affairistes en bénéficiaient bien, certains partis politiques aussi, hein, c'est Oui. bien établi. Mais en Afrique, les Russes ont toujours monté, étaient de très longue date. Il y avait à Moscou l'université Patrice Lumumba. Mmh Et mh. il y avait énormément d'Africains qui avaient là-bas. Ouais, Et ouais. ensuite, ils repartaient dans leur pays. Ces gens-là, ces étudiants-là, alors qu'ils revenaient parlant couramment russe, ayant une culture russe, ayant connu des officiels russes, et les gens du KGB, évidemment, ne les oubliaient pas. Et Mmh. petit à petit, il y avait dans pas mal de pays africains des gens qui parlaient russe, avaient une culture russe, avaient des contacts russes. Et ça s'appelle quand je vous parle des années 70, donc des Africains qui partaient à Patrice Lumumba, qui avaient 20, 22, 23 ans, qui ressortaient ensuite. Ces gens-là, ils ont mon âge maintenant, en gros, hein. Ouais. Mais on s'étonne de l'influence que les Russes maintenant peuvent avoir en Afrique. Ben, ils ont aussi en partie le résultat de toute la politique d'hébergement, d'accueil d'étudiants Les africains qu'ils avaient étudiants, à ouais. Patrice Lumumba, hein. Ouais, c'est Mm. pas seulement, le commando Wagner et récemment, hein, ça Non, remonte non, à bien sûr, plus loin. évidemment, Ouais, ouais. évidemment. Mm. Et pour les Américains qui étaient un des pays aussi qui espionnent le plus dans le monde, est-ce qu'en France, finalement leur activité était vue comme une activité de travail, de coopération plutôt qu'une activité d'espionnage? Les Américains, mais là on sort un petit peu du domaine du contre-espionnage. Mmh. Les Américains, ils ont l'Europe sous tutelle, c'est tout. Ouais, Ils ont l'Europe sous tutelle, c'est clair. Donc ouais.
le président Mitterrand avait bien indiqué un jour que les Français ne le savent pas, mais nous sommes en guerre, les Américains nous mènent une guerre économique très Mmh. dure. Je me rappelle plus exactement de sa citation, mais Ouais. il avait été très clair dans ce que ça. Le président Chirac aussi, à un moment donné, Oui. j'avais lu dans un livre, un de ses ministres lui demandait pourquoi on ne faisait pas ci ou ça, et il avait levé les bras aussi en disant, mais vous savez très bien que c'est les Américains qui dirigent cette affaire-là. C'est énorme. Ouais. Mmh. On a vu l'affaire Alstom récemment avec Ah bah, Emmanuel l'affaire Macron, Alstom, mmh, c'est la même chose, hein. Ouais, ça l'affaire continue. Alstom, Mo ça a été carrément une trahison, hein. Oui, Enfin, oui, à mon point mais de vue, au point de vue d'autres personnes, je ne veux pas citer de nom des gens qui l'ont dit, mais j'ai vu des gens de très haut bah, placés Olivier qui Marleix, qui est ah quand oui, même le voilà, patron des mmh, Républicains à l'Assemblée nationale, qui a sorti oui, un livre et qui parle même d'un scandale mmh, d'État et d'une affaire d'un absolument, pacte de corruption. absolument, oui, Pourquoi le renseignement n'a pas sauté sur Emmanuel Macron en disant que: «Attention, on a affaire à un agent là», peut-être? faut pas moi c'est pas à moi qu'il faut le demander. Ouais. Non, mais c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est vrai que les Américains ont mis l'Europe sous tutelle, donc on a l'impression Mmh, que, bah, finalement, le renseignement américain, il a un peu tous les droits, hein, sur le territoire national, preuve en est, mmh, mmh, avec des programmes d'influence, pas comme, l'université Lumumba, mais les Young Leaders et cetera. Donc on voit bien bien qu'il y a sûr. là aussi une stratégie de long terme qui a porté ses fruits, hein, Dans la aujourd'hui. guerre dans la guerre qui se passe en Ukraine actuellement, Ouais. les Américains ont parfaitement compris que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre ils sont en train d'essayer de voir comment on va pouvoir sauver la face. Mais par contre, leur but de guerre à eux, c'est scinder l'Europe, empêcher une union de faire l'Eurasie, empêcher une union entre l'Europe et la Russie. Eux, c'est bon, c'est fait. Oui, ça c'était le Et but, hein, de cette guerre, c'était leur but ouais, de guerre à eux. Et eux, ils l'ont ouais. réussi là. Mmh. Après l'Afghanistan, il faut toujours un lieu de trouble, au cœur Mmh. Mmh. des tensions, internationales. Mmh. Alors bon, c'est pour le moment, effectivement, cette réussite, mais vous avez encore des contacts où vous parlez entre anciens, membres de la DST, ou bien pas du tout, vous passez à autre chose une fois que cette J'ai carrière est terminée? j'ai plus aucun contact. J'ai plus D'accord. aucun contact. De temps en temps, je déjeune ou je prends un café avec des anciens collègues. Vous savez, Ouais. j'ai bientôt 77 ans moi maintenant, Et donc ouais, ouais, vous les faites pas, hein, donc oui, mais je les ai. ça c'est autre chose. Non, j'ai plus de contact. Par contre, comme je lis énormément, je m'intéresse à beaucoup de choses et donc je passe, plutôt de regarder un film sur Netflix, je vais sur YouTube et je regarde des il y a maintenant, vous savez, des tas de chaînes de chaînes Oui. avec des interviews qui durent 1 heure et demie, 2 heures, avec des gens, qui sont, très compétents, qui ont des informations, qui ont des contacts et on bénéficie, le public comme moi, bon, on bénéficie du savoir de ces gens-là, Mmh. hein. Mmh. Et est-ce qu'internet, oui, ça a changé aussi, le monde du renseignement? Parce que, avoir des informations, finalement, c'est beaucoup plus facile d'une certaine façon aujourd'hui. Bien sûr que ça a changé. Tout à fait, Mmh. ça a changé énormément de choses. Moi, quand il y avait la presse libre, j'achetais, je sais pas, Le Figaro, Le Monde, Libération tous les jours. Et Mmh. je passais, le début de ma journée en lisant, en épluchant la presse, plus Mmh. des hebdomadaires. Maintenant, je fais plus ça, on n'achète plus la presse maintenant. Mmh. Ouais. Ou on l'a sur internet, où on va voir moi j'ai en alerte Google, au moins 300 ou 350 noms, de différentes thématiques ou de différentes personnes, que je vais écouter. J'ai une dizaine de 15 ou 15 personnes dont je suis toutes les apparitions sur le net. Et Mmh. bah, le soir, au lieu de regarder un film, je regarde ces gens-là, je vois ce qu'ils ont produit, les interviews qu'ils ont faites, on a énormément d'informations. On Mmh. sait C'est vrai qu'on on sait exactement ce qui se passe en fait. Si on oui. veut s'en donner la peine, mais ça prend du temps quand même. Si on veut Ah s'en oui, c'est donner la pas peine, ah non, c'est pas au JT de 20h qu'on est informé, ça c'est sûr. non, C'est pas là, pas donc il faut aller vraiment. chercher Voilà, l'information. C'est ce il que je faut dis, oui, effectivement à oui, tous il les faut aller auditeurs du monde chercher. moderne. Il faut aller chercher Mais l'information et ça peut prendre du temps, mais il y a des gens qui le font, aussi, oui, pour ceux qui souhaitent s'informer, bien sûr. c'est effectivement des mines de renseignements économiques, sociologiques et cetera Mmh. qu'on peut trouver ça et là. Et pour conclure, est-ce que, quel est votre meilleur souvenir, lors de votre carrière à la DST? Quel a été le
je sais pas, le meilleur moment de vous vous dites: «Là, on a vraiment fait du bon boulot» ou est-ce qu'il y a un souvenir particulier que vous souhaitez partager? Il y a pas mal de souvenirs. Moi, ce qui m'a toujours, enfin, dans les enquêtes, vous êtes un peu dans le brouillard, vous savez pas si vous allez arriver à vos fins ou pas et il y a un moment donné où le gars, il commence à parler, où vous avez une information qui arrive et vous vous dites: «Tiens, avec ça, c'est bon, je casse l'affaire» et là, c'est toujours le moment où là, il y a, c'est une espèce de jouissance, ouais, c'est une grosse satisfaction intellectuelle, là. Sinon, Mmh. dans les enquêtes que j'ai menées, il y a l'enquête sur l'attentat d'Orly. Parce que Ouais. j'étais responsable du petit groupe arménien qui s'occupait sous l'autorité de Louis Caprioli, qui était mon patron direct, et de Jean-François Clerc, qui était le patron de la division. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'attentat d'Orly et quand on avait fait l'attentat d'Orly, il y avait, comment dirais-je, Nahir Sonner, le poseur de bombes qui nous avait échappé. Et on a pu le retrouver 2-3 mois plus tard, au mois d'octobre. Et bah, quand on l'a retrouvé, j'étais assez content. Parce qu'il y Mmh. avait toute une démarche intellectuelle, tout un travail qui avait été fait avec tout le petit groupe qu'on était. Et ça, c'était une vraie satisfaction. C'est l'une des Mmh. meilleures enquêtes que j'ai menées, ça. Mmh. Parce que l'attentat d'Orly, vous pouvez rappeler ce que c'était pour nos auditeurs? Le 14 juillet 1983, une bombe a explosé au comptoir d'enregistrement de la Turkish Airlines, en tuant Mmh. 8 personnes et plus de 50 blessés. Il y avait un homme de la Salah, il y avait un groupe de la Salah qui avait monté cet attentat. Il a mis une bombe, il a proposé à un passager de prendre un paquet pour un de ses amis, a donné à Ouais. Istanbul et boum, le paquet a explosé prématurément d'ailleurs, parce qu'en Mmh. fait, Il il est devait pas exploser dans explosé. l'avion, c'est ça, ouais. Ouais, il est Ouais, pas explosé, oui, tout à fait. Mais enfin, ouais. il a explosé au comptoir, donc il y avait tout le monde qui se pressait. Évidemment, ça fait d'énormes dégâts. Mmh. 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 Et c'était, qui avait, commandité l'attentat à l'époque? C'était quelle revendication? C'était Agop Agopian, le Mmh. patron de la Sala. Ben, il luttait contre les Turcs, en référence au génocide arménien de Arménien, 1904. ouais. Mmh. Ouais. Voilà. Ouais, donc c'est vrai. On a, comment vous voyez-vous le risque sécuritaire des jeux olympiques? Tout le monde se veut rassurant. Quand on a un événement comme ça, est-ce que, c'est j'imagine préparé, largement en amont, mais, vu le nombre de personnes qui vont arriver, vu les possibilités, il y a forcément un risque, énorme, non, sur un événement comme celui-là? Alors, d'abord, le risque zéro en matière de terrorisme, de sécurité, il n'existe pas. Ça, Bien sûr. il faut en être conscient quand même, hein. Il y a pas, on peut pas mettre un truc où il se passera rien. C'est pas vrai. Bon. Maintenant, on a en France, on a une administration qui est quand même très solide. On Mmh. a les préfets, les directeurs de la police et tout ça. Ce sont des gens qui ont eu l'habitude. C'est pas la première manifestation d'ampleur que l'on fait dans ce pays. Non. Donc, on a quand même une grande habitude de ce genre de choses. Et je pense que, alors, bon, il y a des trucs comme par exemple cet accueil là sur la scène, tout ça, dont même Alain Boer a dit que c'était criminel. Alors, Ouais. ils ont diminué l'ampleur de la manifestation. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais des mesures sont prises, il y a toute une organisation qui est en place. Maintenant, Ouais. effectivement, je m'inquiète pas, je m'inquiète pas trop. Je m'inquiète pas trop. Je sais qu'on a d'excellents services, la DGSI, la DGSE. On a une grosse administration policière qui connaît son métier, avec des cadres qui Mmh. ont l'habitude, qui sont rompus à l'organisation de ces manifestations. Donc, je vois pas ce qui est vraiment d'être inquiet. Maintenant, effectivement, il y a pas de 100% dans la sécurité, hein. Eh Il y oui, aura oui. automatiquement toujours des fous qui peuvent faire des actions, alors peut-être par des drones ou je sais pas, mais moi je maîtrise plus ça maintenant, hein. Très bien. Bah, merci beaucoup, Jean-Lucas, d'avoir partagé, votre Mmh. expérience, hein, d'agent du contre-espionnage. Je rappelle votre livre «Un rebelle à la DST, 15 ans d'affaires sensibles» aux éditions Plomb. Merci beaucoup, merci à vous. C'est moi Si qui vous vous remercie. avez Mmh. Merci. Si vous avez Mmh. aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas, vous mettez un pouce, vous partagez, vous en parlez autour de vous. Ici, c'est, Le Monde Moderne. On a des interviews, une revue de presse et plein d'autres choses. Je compte sur vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.